C'est bien gentil de m'applaudir avant de m'avoir écouté. Et si vous voulez d'autres détails sur mon CV, comme disait mon collègue, vous pouvez appeler ma sœur, mes frères, ils vous donneront un peu plus de détails et vous pourrez connaître à ce moment-là quelle est la véritable personnalité de François Béland. Maintenant, oui, je vais parler des dépenses de santé et du vieillissement. Mais en même temps, évidemment, on sait qu'il y a eu un budget de présenté il y a environ une semaine et on a parlé à ce moment-là de la santé, on a parlé du vieillissement et on a dit, entre autres, que la santé représentait maintenant 50% des dépenses de programme du gouvernement du Québec. C'est donc un énorme montant. Aussi, la santé a obtenu 4,8% d'augmentation. C'est un des seuls secteurs avec une augmentation de cette nature, en tout cas. Alors, la santé prend de plus en plus d'importance. Et aussi, le ministre des Finances lui-même a pris la peine de déclarer, dans une période où notre population vieillit très rapidement, nous sommes confrontés à des défis majeurs. Alors, j'examine depuis un certain nombre d'années cette question-là. Je vais parler effectivement du vieillissement, mais peut-être un peu moins que ce que j'aurais planifié il y a quelques mois, quelques semaines. Je vais peut-être m'attarder un peu plus sur la situation financière du Québec, d'autant plus que en santé publique, n'est-ce pas, on aime beaucoup parler du contexte, n'est-ce pas? Alors, on va parler du contexte dans lequel le vieillissement de la population pose des défis aux services de santé, c'est-à-dire dans le contexte du financement des services de santé et le contexte aussi, bien sûr, des ressources financières du gouvernement du Québec. Maintenant, quand on parle du vieillissement, on aime bien se projeter dans l'avenir, on aime bien dire, ben voilà, qu'est-ce qui va arriver avec le vieillissement de la population, comment est-ce que les dépenses de santé vont se comporter dans l'avenir. Alors, il y a un rôle très important aux projections et aux prédictions, et il y en a un certain nombre de faits au Québec depuis plusieurs années, où précisément ces projections mènent, du moins certaines, à des visions assez catastrophiques de l'effet du vieillissement. Ensuite aussi, les taux de dépendance. Non seulement est-ce que le vieillissement ferait une pression sur les dépenses de santé, sur les services de santé en général, mais en plus, avec le vieillissement de la population, il y aurait de moins en moins de travailleurs, donc de gens productifs pour permettre de produire les richesses qui pourraient financer les services de santé. Alors, on va donc parler des taux de dépendance parce que les taux de dépendance sont souvent évoqués comme un deuxième facteur important qui fait en sorte que nous nous retrouvons plus ou moins comme dans un étau. Alors, nous allons parler aussi, puisque nous parlons de finances publiques, nous allons parler du périmètre comptable du gouvernement du Québec et puis quelques petits trucs qui sont utilisés par un ministère des Finances qui souvent est créationniste. Alors, les contextes, le PIB, le revenu gouvernemental, les dépenses de santé, et puis d'où vient l'oseille? L'oseille, évidemment, c'est l'argent. Alors, et puis enfin, la conclusion, c'est à n'y rien comprendre, oui ou non. Alors, qui a écrit, je lis avec vous, qui a écrit « L'effet du vieillissement sur les coûts de la santé est susceptible de demeurer relativement stable durant la prochaine décennie. Les projections démographiques démontrent que l'effet du vieillissement ne se fera sentir en conséquence que graduellement et sur un horizon d'une trentaine d'années. » Alors, celui qui a écrit ça, ça doit être, je ne sais pas moi, un utopiste stellaire, ou peut-être un solidaire lunaire, mais en fait, c'est plutôt un lucide terrestre. Ça vient du groupe Gastonguay sur les coûts de santé, en avoir pour son argent. Donc, M. Claude Gastonguay lui-même a trouvé que le vieillissement, oui, certainement proposait un défi, mais n'était pas une catastrophe. Alors, c'est intéressant comme introduction à notre domaine, n'est-ce pas? Alors, projection et prédiction. Alors, voilà ce que l'on voit souvent, et ceci est extrait des documents budgétaires du ministère des Finances.
Et ce que l'on voit souvent, bon, de 2009-2010 jusqu'à 2030 environ, une croissance des dépenses de santé selon deux hypothèses. Finalement, dans quelques années, en 2030, on arriverait à 97, presque 90 milliards de dollars, excusez-moi, pour les dépenses de santé, ce qui représenterait à l'époque 60-75% du budget, de l'ensemble du budget du Québec. Alors, on voit souvent ce genre de prédiction. Et pour faire ce genre de prédiction, le ministère des Finances et plusieurs des observateurs utilisent une petite formule relativement simple qui est facile de déduire. Et lorsque l'on utilise, on peut utiliser ce genre de formule. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai utilisé exactement la formule qui a été utilisée par le ministère des Finances et par les 4 sages économistes qui, pour la préparation du budget, je crois, 2009-2010, a préparé 4 fascicules. Alors, ce que vous avez ici, c'est la progression du revenu budgétaire du gouvernement du Québec. Vous avez ici la projection des dépenses en médicaments des 60 à 64 ans. Hein? C'est juste des 60 à 64 ans, là. Et en fait, en appliquant la même formule qu'applique le ministère des Finances pour prédire les dépenses de santé en 2030-2031, on aboutit au résultat qu'en 2045 à peu près, l'ensemble des revenus du Québec vont être dépensés en médicaments pour les 60-64 ans. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui devra céder, hein? C'est parce que ça ne marche pas. Et effectivement, quand on regarde l'évolution des dépenses de santé, bon, cette année, il va y avoir une augmentation, mais ici, ce sont la croissance des dépenses de santé, des dépenses de médicaments au Québec, dépenses des médicaments totaux au Québec, de 1976 à 2010. Il y a des périodes qui sont effectivement catastrophiques où le taux d'augmentation est autour de 30 %. On est dans les années, fin des années 70. Ça a baissé ici. Il y a eu effectivement la récession des années 80-81. Après ça, ça a augmenté. Et puis, la récession et les coupures budgétaires des années 90. Maintenant, on a une augmentation ici. Et puis, finalement, au cours des dernières années, la dépense a diminué, le taux de croissance a diminué et ils sont même rendus négatifs, ont été négatifs pendant les quelques dernières années. Alors, en fait, on peut toujours utiliser des taux de croissance moyens, n'est-ce pas? Mais si on ne connaît pas l'histoire, on risque d'avoir des visions qui ne sont pas adéquates. Autre chose, puisqu'on parle des médecins, et on parle de la rémunération des médecins, n'est-ce pas? On sait, bon, le ministère demande aux médecins de faire quelques sacrifices. Les médecins n'aiment pas les sacrifices. Alors, ce que j'ai fait ici, la même projection sur des revenus du Québec de 2011 à 2040. Ici, c'est les conséquences d'une augmentation à 10 c'est-à-dire taux d'augmentation de 2009 des revenus des médecins de 10 en 2009. Alors, on arrive en 2040 à peu près à ce que les médecins vont absorber l'ensemble des revenus du Québec en 2040. Alors, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que les médicaments de 60 à 64 ans et les revenus des médecins vont chacun demander l'ensemble du budget, l'ensemble des revenus du Québec, 2 fois les revenus du Québec pour 2 items, c'est merveilleux. Alors, vous voyez que, avec la petite formule du ministère des Finances, on peut finir par faire dire à peu près n'importe quoi à l'avenir. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, surtout, c'est ne pas prendre des projections pour des prédictions. Ça, c'est un des défauts majeurs du débat public sur les finances. Il y a aussi des techniques de projection qui sont plus raffinées que celles utilisées par Finance Québec. Ensuite aussi, pourquoi s'acharner sur ce qui n'arrivera manifestement pas? Hein? Et enfin, oui, c'est vrai, les projections sont utiles. Pourquoi? Parce qu'elles identifient des lieux de tension. Et là, on a le choix. Ou bien on fait quelque chose, ou bien on ne fait rien. On peut choisir de ne rien faire politiquement parce qu'on aimerait bien que les tensions apparaissent et qu'on puisse à ce moment-là justifier des transformations qui sont très difficiles à faire passer politiquement, ou bien encore, on peut entreprendre des actions rationnelles pour affronter véritablement le problème. Alors, se méfier des taux de dépendance. Alors, nous avons ici les taux de dépendance. Alors, ce que vous avez ici en bas, pour aller rapidement, c'est taux de dépendance du vieillissement. Alors, ici, il y a un peu plus qu'un travailleur par 10 personnes âgées. Et puis, finalement, en 2030, on a à peu près un travailleur pour 4 personnes âgées. Donc, effectivement, le nombre de travailleurs par personne âgée diminue, ce qui fait qu'il y aura moins de personnes pour produire, etc. On connaît ça. Évidemment, les taux de dépendance sont basés sur les 15 à 64 ans.
Maintenant, une chose, par exemple, les taux de scolarité au Québec des 15 à 64 ans ont augmenté de façon extrêmement importante au cours des dernières années. Il va probablement continuer à augmenter. C'est des gens qui ne vont pas sur le marché du travail. Alors, une chose intéressante, en fait, on utilise les taux de dépendance. Pourquoi? Parce que c'est qu'on l'utilise comme le nombre de personnes qui, effectivement, vont produire dans la société. En fait, ce qu'il faudrait plutôt voir, c'est quel est le nombre d'heures que les gens vont travailler par habitant, et puis ensuite, quelle est la productivité du nombre d'heures. Alors, on sait qu'au Québec, la productivité est inférieure à celle du Canada et que celle du Canada est considérablement inférieure à celle des États-Unis et entre autres à celle de la France, ce qui est assez intéressant. Et ce que l'on voit ici, en fait, c'est que le nombre d'heures travaillées par habitant, donc c'est par habitant au Canada, hein, ça comprend les jeunes de 0 à 6 mois précisément, il y en a un qui vient de faire du bruit, et ça comprend évidemment les personnes âgées. Le nombre d'heures par habitant est autour de 950, presque 1000, et il va baisser en 2030. Vous voyez que la diminution n'est pas fantastique, c'est quand même une diminution. Vous avez ici la plage observée des heures travaillées par habitant dans les pays de l'OCDE. Vous avez ici la liste. Par exemple, en 2000, en Italie, les gens travaillent 600 heures en moyenne. Bon, évidemment, on ne veut pas aller nécessairement là où l'Italie est, n'est-ce pas? Aux États-Unis, c'est 867, le Canada, c'est 867, et l'Allemagne, c'est 659. Or, si vous regardez cette projection ici, en fait, en 2030, au Canada, on en sera encore autour de 850-900 heures travaillées par habitant, pas par travailleur, par habitant. Cette vision des choses donne une autre image de l'effet de taux de dépendance et je crois que ce graphique est beaucoup plus parlant et beaucoup plus réel que les taux de dépendance qui dépendent des taux de dépendance qui donnent tout simplement un rapport démographique. Tandis qu'ici, on tient compte à la fois du nombre d'heures travaillées et aussi du pourcentage de la population qui travaille. Il faudrait ajouter, évidemment, comme j'ai dit tantôt, la productivité par heure. Donc, les taux de dépendance ne sont pas si catastrophiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein? Faites attention, je ne vous promets pas un jardin de roses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Ce que je dis, c'est qu'il faut savoir identifier le problème et à ce moment-là, voir quelle est la dimension des problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Maintenant, périmètre comptable, petit truc. Bon, alors vous avez ici, et là, on tombe dans les dépenses de santé. Ce que vous avez ici, c'est l'évolution des dépenses de santé au Québec sur les dépenses de programme, les données du ministère. Vous avez 1981, 30 % vous avez 2010, 2011, non, c'est 2000, je ne le vois pas très bien ici. 2011, c'est ça, alors 44 presque 45 et puis maintenant, on serait rendu à 50 Pourquoi une augmentation de 5 en 5 ans? C'est assez intéressant de savoir pourquoi. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc, on passe de 30 à 44 et maintenant, on sera à 50 donc catastrophe, etc. Évidemment, en cela, on serait exactement comme en Ontario. Vous avez ici les données de l'Ontario. Les données de l'Ontario, cependant, viennent de l'Institut canadien d'information sur la santé, qui recueille les informations pour l'ensemble des provinces et d'autres sources de dépenses aussi. Alors, vous avez dans les années 75, à peu près 30 des dépenses de programme du gouvernement de l'Ontario en santé, et puis vous avez en 2011 à peu près 44 Le Québec a des aspirations autonomistes et quelquefois souverainistes, tombe dans le péché, mais il adore se comparer à l'Ontario et on adore être comme les Ontariens. En fait, vous voyez ici que on reproduit de façon quasiment exacte la situation ontarienne. Bon, évidemment, à ce moment-là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il semble y avoir une corrélation très, très importante entre le vieillissement et puis les dépenses de santé. Alors, vous voyez qu'en 1930, les 75 ans et plus, parce que le vrai problème, ce n'est pas les 65 à 74. Enfin, depuis que je suis dans ce groupe d'âge de 75 à 74, je pense que le problème n'est pas parmi les gens de 65 à 74. Bon. Alors, le problème vient plutôt des 75 ans où là, évidemment, maladie chronique, etc. Alors donc, 3,3 de la population ontarienne en 1975 et quasiment le double finalement en 2000. Alors on peut imaginer une chaîne causale, maladie chronique, maladie d'Alzheimer, médicaments, utilisation des hôpitaux et évidemment si on met à ce moment-là les services de longue durée. En fait, on imagine très très bien la chaîne causale et la chaîne causale apparaît tout à fait fantastique et semble correspondre aussi à celle du Québec.
Maintenant, tantôt du Québec, ce qu'on a donné, ce que je vous ai donné, ce sont des données. Ce que je vous ai donné, les données provenaient du ministère des Finances, des données des documents budgétaires. Et évidemment, le Québec aussi collabore avec l'ICIS jusqu'à un certain point et donne des chiffres à l'ICIS. Donc, pour comparer l'Ontario et le Québec, il faut utiliser la même source de données. On va utiliser les données de l'ICIS. Et les données de l'ICIS pour le Québec sont ici. Alors, en 1975, dépenses de santé sur dépenses de programme au Québec, à peu près 29 En 2011, dépenses de santé sur dépenses de programme selon l'ICIS, 30 Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, 30 en 1975, 30 en 2011. Aucune augmentation. Données de l'ICIS. Est-ce que l'ICIS ment? Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part, n'est-ce pas? Et en fait, si on veut comparer le Québec et l'Ontario, il faut prendre des données semblables. Alors, le ministère de la Santé et des Services sociaux, et comme le ministère des Finances aussi, ont peut-être une tendance schizophrénique. Ce qu'ils disent, c'est quand on vient pour comparer les dépenses de santé entre les provinces, on prend les données de l'ICIS, mais quand on veut parler de ce qui se passe au Québec, on prend les données du ministère de la Santé, les données du ministère des Finances. Je m'excuse. Je ne suis pas un promoteur de la maladie chronique mentale. La schizophrénie, ce n'est pas pour nous autres, ce n'est pas pour les analystes. Je n'accepte pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, en quelque part. Les deux courbes ne peuvent pas être vraies en même temps. Bien beau vouloir comparer, ce n'est pas vrai. Alors, reste à savoir, évidemment, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on prend la population âgée, 75 ans et plus, la population de 75 ans et plus au Québec ne triple pas, mais c'est quasiment triplé, c'est 2,5, passe de 2,5 à 6,5 Donc, même cause, effet différent. On est fort en santé publique en causalité. Hein? On donne des cours sur la causalité. Et on dit habituellement, évidemment, même effet, même cause, bon, etc. Bon. Mais là, n'est-ce pas, on a la même cause, mais on n'a pas le même effet. Qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, est-ce que l'ICIS est d'un patate en ce qui concerne son évaluation du poids des dépenses de santé sur les dépenses de programme? Peut-être que oui, peut-être que non. Autre chose aussi intéressante, c'est que la loi canadienne, hein, ce ne sont que les hôpitaux puis les médecins, plus les services diagnostiques. Et souvent, ce que l'on fait dans la plupart des analyses au Québec, c'est qu'on prend l'évolution des dépenses de santé en général et on dit « Ah! Les dépenses de santé, ça ne marche pas. Il faut, étant donné que ça augmente, il faut imposer des étiquettes modérateurs, il faut privatiser. Puis il faut privatiser quoi? Bien, ce qui n'est pas privatisé. Puis c'est quoi qui n'est pas privatisé? Puis c'est quoi sur lequel il n'y a pas d'étiquette modérateur? C'est sur les médecins puis sur les hôpitaux. Mais regardez la courbe des médecins et des hôpitaux, le poids des dépenses en médecins et en hôpital du gouvernement du Québec sur ces dépenses de programme selon l'ICIS, 25 en 1975, 19 en 2011. Vous voyez un problème en quelque part, là? Ça va faire la première page de la presse. André Pratt va écrire un éditorial là-dessus. Alors, il y a quelque chose ne marche pas en quelque part. Évidemment, ce que l'on a, c'est un pourcentage. On a les dépenses de santé sur les dépenses de programme. Or, la mathématique du pourcentage, une mathématique qui paraît, semble-t-il, très, très complexe. Et il y a plusieurs gens qui semblent avoir beaucoup de difficultés à comprendre qu'il y a deux chiffres en question. Le premier chiffre, c'est le numérateur, puis le deuxième, c'est le dénominateur. Et quand on regarde les pourcentages des dépenses de santé sur les dépenses de programme, on dit « la faute est aux dépenses de santé ». Oui, mais le pourcentage, c'est un dénominateur. Le pourcentage, c'est deux chiffres, numérateur et dénominateur. D'un coup, c'est le dénominateur qui change plus ou différemment que le numérateur. Il faudrait peut-être regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, le numérateur, comment est-ce qu'on identifie, donc, les dépenses de santé? L'ICIS et Finances du Québec. Alors, est-ce qu'on prend les dépenses en médecins et en hôpitaux seulement? Est-ce qu'on prend les dépenses totales de santé ou bien est-ce qu'on prend les dépenses de santé et de services sociaux? Bon, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, etc., d'habitude, ils prennent les dépenses de santé et des services sociaux. Mais ce n'est pas vraiment là que ça joue. Les services sociaux, c'est autour de 12 8 à 12 ça varie. Bon, évidemment, la Fédération des médecins spécialistes a trouvé que c'est à peu près 30 mais ils mettent des choses bizarres dans les services sociaux. Alors, ça peut être le numérateur, mais ça peut être le dénominateur aussi.
Les dénominateurs, c'est ce sont les dépenses, n'est-ce pas? Les dépenses de quoi? Ce sont les dépenses de tous les ministères, mais uniquement des ministères. Ce sont les dépenses des ministères, des fonds et autres organismes gouvernementaux. Au Québec, on est champion là-dedans. Il y a une petite faute ici. Ça comprend aussi les universités et les établissements de santé. Bon, il y a eu un gros débat au Québec sur les frais de scolarité dernièrement. Les frais de scolarité, ils sont dans le périmètre comptable rapporté par le ministère des Finances ou bien ils ne sont pas dans le périmètre comptable? Ils ne sont pas dans le périmètre comptable. Ils sont exclus. Alors, les revenus autonomes des universités et des collèges, c'est à peu près 1,5 milliard, 1,5 milliard, ça ne compte pas. Éliminé. Même chose pour les revenus des établissements. C'est aussi autour de 2 milliards. Alors, le régime des rentes, etc. Alors, c'est quoi qu'il y a dans le dénominateur? Et puis, en fait, et aussi, au Québec, il y a une chose d'un petit peu bizarre depuis le déficit zéro. Alors, vous avez, par exemple, Le Devoir qui rapportait en 2004, une chose d'intéressant. Il disait, malgré l'atteinte du déficit zéro, la dette totale du Québec a continué à progresser de 98 milliards en 97-98 à 112 milliards en 2003-2004. D'habitude, déficit zéro, ça veut dire revenu égale dépense. Puis quand revenu égale dépense, il n'y a pas de déficit. Comment ça fait qu'il y a un déficit? Maintenant, plus récemment, évidemment, les journalistes de l'ESA ne sont pas très sérieux, ils ne comprennent rien. Bon. Le vérificateur général du Québec devrait comprendre quelque chose, lui, dans les finances publiques. Il écrit, dans son analyse des états financiers consolidés 2008-2009, le gouvernement stipule que l'équilibre budgétaire a été maintenu en 2008-2009. Pourtant, les états financiers vérifiés présentent un déficit annuel de 1,3 milliard de dollars pour cette année. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand le ministère des Finances rapporte des dépenses de santé, ses dépenses de programme, il rapporte sur ce qu'il appelle le fonds général. Le fonds général, c'est la base pour calculer le déficit, aboutir au déficit zéro. Et c'est pour ça qu'on a toujours un déficit zéro. Mais ce qui nous importe comme citoyens, c'est quoi? C'est les ressources financières de l'État. Qu'il y ait des conventions comptables qui s'appellent Fonds général du Québec pour que le ministère des Finances puisse dire « j'observe la loi sur le déficit zéro », c'est peut-être bien cute, mais moi, ce qui m'intéresse comme citoyen, c'est quel est l'ensemble des ressources dont dispose le gouvernement du Québec pour assumer ses responsabilités. Et là, je vais vous dire bien franchement, et malheureusement, c'est le fédéral qui a raison, ce n'est pas le gouvernement du Québec. C'est en fait l'ICIS qui prend ces données dans Statistique Canada par le système de gestion financière qui va être changé, là. Les nouvelles données vont sortir bientôt, qui en fait donne un portrait beaucoup plus exact des ressources financières dont dispose l'État, à la fois donc dans ses dépenses et dans ses revenus. Puis on va voir comment ça marche. Vous avez ici des estimations. Bon, vous avez en bas, ce que vous avez, c'est la dernière ligne en bas, vous avez l'évolution de 74-75 à 81 du Fonds général. Vous avez ici l'évolution des données de l'ICIS, qui est basée sur une des catégories de Statistique Canada, du système de gestion financière. Puis ça, ici, c'est l'autre estimation, mais on n'en parlera pas, je le donne tout simplement pour montrer qu'est-ce qu'il y en est. Jusqu'ici, vous voyez, pendant les premières années, les années 70, on était à peu près vers la même estimation. Et puis, finalement, ça commence à croître. Et arrive en 97 le déficit zéro. Puis à partir de 97, regardez la différence qui s'accroît de plus en plus entre le Fonds général du Québec, ce qui est le dénominateur du ministère des Finances, et le dénominateur de l'ICIS ou du système de gestion financière de Statistique Canada. Alors, évidemment, cette distance-là, en fait, explique la différence d'estimation. Maintenant, on pourrait penser que c'est le Québec qui a raison, mais en fait, le Québec est un cas spécial, n'est-ce pas, dans toutes les provinces. Si vous prenez le rapport entre ce que rapportent les documents budgétaires comme dépenses de programme et l'estimation qu'utilise l'ICIS
donc qui provient du système de gestion financière du gouvernement du Québec. L'Ontario, par exemple, les chiffres de l'Ontario, les documents budgétaires de l'Ontario couvrent à peu près 98 des dépenses. Donc, le dénominateur de l'Ontario est de 98 il y a un accord à 98 entre les documents budgétaires et puis les estimations de Statistique Canada. Le Québec, l'accord n'est que de 76 Autrement dit, les dépenses de programme telles qu'estimées par le ministère des Finances ne représentent que 76 des dépenses de programme telles qu'estimées par le système de gestion financière de Statistique Canada. On est la seule province dans ce cas-là. Ce pourquoi, donc, le ministère des Finances est capable de dire que dans nos dépenses de santé, on ressemble à l'Ontario, c'est parce qu'on a un dénominateur bien spécial. Et en fait, ce que je dis, c'est que les données de Statistique Canada sont les données qui représentent les ressources financières effectivement disponibles au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec est un champion des fonds spéciaux, des entités spéciales, des trucs spéciaux, où on crée des fonds, on leur donne des revenus autonomes. Il doit en avoir pour 10 à 15 milliards de fonds autonomes de revenus autonomes dans les fonds spéciaux. Et ça, ces 15 milliards-là, ils devraient être additionnés au dénominateur du Fonds général pour avoir une bonne idée. Donc, la situation du Québec, là, n'est pas si pire que ça. C'est là que je vais le passer, mais je n'aurai pas le temps. À retenir, donc, on ne peut utiliser les données de Finances Québec sur les dépenses de programme, les dépenses totales ou les revenus pour établir le poids des dépenses de santé sur les finances publiques. Pourtant, Radio-Canada, La Presse, Le Devoir, etc., Le Devoir un petit peu moins. Des fois, ils rapportent les données d'ICIS. Tout le monde utilise cette base-là. Le ministère l'utilise. Des observateurs de santé publique l'utilisent. Des gens confiants, n'est-ce pas, des gens que j'estime utilisent ces données-là. Ils ne le devraient pas parce que ça ne donne pas une idée réelle de notre situation. En conséquence, si effectivement la santé encapare près de la moitié des dépenses de programme du gouvernement du Québec, et ça, c'est évidemment en utilisant les données du Fonds général, comme le déclarait récemment Claude Gastonguay dans un article du Devoir, il est faux d'affirmer que la santé absorbe la moitié des ressources financières de l'État. En fait, c'est plus le 29,9 le 30 de l'ICIS en 2011, qui est beaucoup plus proche de la vérité. Puis en fait, les médecins et les hôpitaux, seule composante publique et universelle, on a juste 2 composantes publiques et universelles dans le système, comptent pour 19 des dépenses de programme du gouvernement du Québec. Je suis sûr que ça ne fera pas la première page de la presse. Maintenant, on a parlé du gouvernement. Évidemment, il faut parler de la richesse nationale, parce qu'on dit souvent il faut que les dépenses de santé soient bien encadrées par la richesse nationale. La richesse nationale est mesurée souvent pour le PIB. Et vous avez dans le rapport de M. Gastonguay, en avoir pour son argent, cette citation où finalement ce qu'il recommande, c'est que les dépenses de santé au Québec évoluent en fonction de la croissance du produit intérieur brut. Évidemment, ça a soulevé toutes sortes d'objections, etc. Et les gens ont dit oui, non, oui, non, oui, non. Alors, comment évolue le PIB du Québec? Alors, vous avez la ligne inférieure, c'est le PIB du Québec, la supérieure, c'est le PIB du Canada. On a normalisé ça pour 1981, où les deux, on les a mis égaux, puis on a calculé les taux de croissance cumulés. Les taux de croissance cumulés, qu'est-ce que c'est? Bien, vous prenez en 1981 le PIB de chacune de ces deux entités-là, en $97, c'est en dollars constants, et vous multipliez par le taux de croissance plus 100 et puis vous avez le PIB. Donc, c'est une façon de normaliser, si on veut, de permettre une comparaison des évolutions des PIB. Alors, ce que vous voyez, c'est que le Québec a progressé d'environ, le taux de progression donc, du PIB de 81 à 2010 à peu près, au Québec a été environ 30 c'est inférieur que celui du Canada. On est pauvre par rapport à l'ensemble canadien. En tout cas, on est beaucoup moins riche. On voit aussi qu'il y a eu des moments où ça a baissé en termes réels.
Alors, vous avez la récession de 1981. Vous avez la récession de 1981 ici. Vous avez la récession de 89 ici, 89-92 ici. Vous avez le ralentissement du cycle économique en 2001. Et puis, vous avez la plus récente récession. Alors, vous voyez comment ça marche. Maintenant, les dépenses de santé commencent à évoluer. La ligne supérieure ici, c'est le Canada. Alors, taux de croissance du Canada, vous voyez. En fait, on a donc un taux de croissance. Et ici, le taux de croissance des dépenses de santé au Québec, vous voyez qu'elles sont radicalement inférieures. Le Québec a contrôlé ses dépenses de santé de façon incroyable au cours des 30 à 40 dernières années. C'est clair. Et quand on regarde maintenant les dépenses en médecins et en hôpitaux, c'est encore inférieur. N'est-ce pas? On était alentour à 0 %. Si on met 0 % en 1975, on a une croissance d'environ 90 % sur le total de l'année à la fin. Alors, les dépenses, vous voyez, les dépenses d'hôpitaux, en médecins et hôpitaux, sont de beaucoup inférieures aux autres types de dépenses. Et on voit aussi qu'il y a des variations très importantes. Il y a des époques, bon, ça ne se voit presque pas, là, mais si vous regardez 75-76, il y a une diminution. Vous regardez 83-85, il n'y a plus d'augmentation. La période, évidemment, désastreuse de la fin des années 90, à partir de 92, et puis vous avez aussi la plus récente récession, c'est-à-dire la fin de la Syrie. Et en fait, pourquoi il y a une diminution en 75-76? Parce qu'il y a eu une récession en 73-74. Donc, il y a des mouvements très importants. Et vous voyez qu'au Québec, le Québec, en fait, semble être beaucoup plus sensible aux récessions que l'ensemble canadien, sauf la période, évidemment, 92, la période 92-96. Alors, les dépenses de santé, alors je dis donne-moi 2 à 3 ans, pourquoi? Parce que vous avez ici, ça c'est pour le Québec, vous avez les mêmes courbes dépenses de santé ici en haut, dépenses de santé totale, vous avez ici dépenses de santé en hôpitaux et médecins, et vous avez ici le PIB. Bon, de façon générale, il y a une corrélation générale qu'on peut voir, mais il ne semble pas y avoir des mouvements très, très conformes, n'est-ce pas, par moment. Oui, il y a une tendance générale à la hausse, mais c'est comme si les deux configurations n'étaient pas véritablement exactes. Il reste juste 5 minutes. Alors, 5 minutes. Alors, donc, on pousse d'un an, hein? Pour le gouvernement de s'ajuster. Comme vous voyez, on pousse d'un an. Ça n'a pas l'air que c'est suffisant. On pousse de 2 ans le PIB. Ce n'est pas encore suffisant. On pousse de 3 ans. Regardez comment ça marche. En fait, ça prend 2 ans au gouvernement d'ajouter les dépenses de santé. Regardez ici. Ici, vous avez la récession de 92. Ici, vous avez la récession de 81-82. Ici, il y a eu une diminution du taux d'accroissement. Vous avez ici vous avez entre 92 et 96, la récession de 89-93. Et puis, vous avez le ralentissement de 2001. Puis, vous avez évidemment ici la récession la plus récente. En fait, il y a un ajustement quasiment parfait, sauf à 2 moments. Au début du régime, il y a eu une poussée qui a monté les dépenses de santé. Et depuis, effectivement, 2003, il s'est passé quelque chose. Parce que là, il y a eu comme un décrochage de l'accroissement des dépenses de santé par rapport au PIB. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une chose que je veux que vous reteniez. Ce qui s'est passé, bon, ici, c'est la même chose, mais avec les revenus. Alors, les revenus, on prend les revenus, on les pousse de 3 ans et on a un accord absolument parfait. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend à peu près 2 à 3 ans au gouvernement pour s'ajuster à la croissance de la richesse et aussi ajuster les dépenses de santé à la croissance de ses propres revenus. Et l'ajustement est quasiment parfait. Sauf, encore une fois, en 2003, où il y a un décrochage. Qu'est-ce qui est arrivé en 2003? Vous avez ici la projection des transferts fédéraux pour la santé. Ça augmentait pas pire, on n'ira pas dans le détail parce que là, je n'ai plus le temps. Ça augmentait pas pire jusque dans la fin des années 80. Et puis là, évidemment, fin des années 80-90, là, c'est la catastrophe. Martin, etc., le pire ennemi
du régime d'assurance santé publique universelle au Canada, c'est le Parti libéral pendant les années 90, et entre autres Martin, ministère des Finances. Regardez ce qui est arrivé des transferts fédéraux. Après ça, évidemment, ils se sont sentis coupables, les libéraux, ils ont augmenté les transferts fédéraux, les transferts fédéraux pour la santé. Et en particulier, à partir de 2000, ça a commencé en 1997, et le fédéral a continué à augmenter ses transferts fédéraux. Ça ne marche pas de façon fantastique, cette affaire-là. Les fédéraux ont augmenté les transferts jusqu'en 2007-2008. Alors, c'est-à-dire au moment, le décrochage des dépenses de santé du gouvernement du Québec par rapport au PIB est expliqué en quoi? Est expliqué par une augmentation historique d'une taille qui n'avait jamais été expérimentée. Et le Québec est connu pour être très, très obéissant quand il reçoit des transferts fédéraux. Habituellement, il dépense ces transferts fédéraux pour l'objet pour lequel ils sont faits. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement du Québec a reçu de l'argent du fédéral après 2003 et un peu avant pour augmenter ses dépenses de santé, puis il l'a fait, malgré qu'il y a eu un décrochage. Alors, et on pourrait, bon, la dette, c'est assez extraordinaire. Même chose, la dette, une croissance. Il y a eu une croissance absolument faramineuse de la dette. Alors, ici, en fait, en haut, si vous regardez la période en haut ici, ça irait au plafond parce qu'il a fallu que je réduise l'échelle. En fait, cette partie-là devrait être à peu près 2 fois la hauteur de cette partie-là. Il y a eu une croissance de la dette absolument incroyable de 1975 jusqu'à peu près 1980, jusqu'après la récession. Alors, vraiment, il y a eu une croissance importante, mais depuis 2003, les paiements de la dette se sont tenus à un taux uniforme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas augmenté relativement au poids, leur fardeau n'a pas augmenté. Donc, ce qu'il y a eu à partir des années 2000, un moment d'augmentation très importante des dépenses de santé, y compris après 2003 avec le décrochage des dépenses de santé par rapport au PIB. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu, d'une part, l'augmentation très importante des transferts fédéraux et, d'autre part, un plafond, c'est-à-dire les services de la dette ne plus progresser en fonction des dépenses, en fonction des revenus du Québec. Alors, il y a donc eu des phénomènes qui ont expliqué ce qui se passait, qui ont expliqué le décrochage. Évidemment, on peut se poser la question, si les transferts fédéraux n'avaient pas augmenté à partir de l'année 2000, qu'est-ce qui serait arrivé des dépenses de santé du gouvernement du Québec? Moi, je vous garantis qu'il n'y aura pas eu d'augmentation, parce que le moyen n'aura pas été là. Alors, on va se terminer là-dessus. Donc, c'est à n'y rien comprendre, mais il semble bien qu'il y a comme un modèle de base qui fonctionne, semble-t-il, assez bien. Premièrement, on fixe un point de départ, arbitraire ici, une récession. On pourrait le fixer autrement. On fixe un point de départ, une récession. Avec l'effet de la récession sur les revenus de l'État. Les revenus de l'État baissent. Avec une récession, les revenus de l'État baissent. Après ça, ce qui arrive, l'État va vouloir contrer l'effet de la récession, et je ne l'ai pas montré, mais on le voit très bien dans les graphiques. Ce qui va se passer, c'est que les dépenses dans les domaines hors services de santé s'accroissent. C'est absolument formidable de voir ça. La minute qu'arrive une récession, dépenses hors santé augmentent. Les transferts fédéraux, en particulier sur la santé, diminuent. De façon générale, dans à peu près tous les cas de récession, les transferts fédéraux diminuent. En conséquence, le déficit suit rapidement le même chemin, c'est-à-dire ça augmente, puis le service de la dette augmente. Hein? C'est ça qui se passe. Et là, évidemment, le gouvernement est pris dans un étau. Il est obligé de réduire ses dépenses. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire ses dépenses de santé. Mais on ne tourne pas un transatlantique Saint-Dicenne. Ce qui fait que ça prend 2 à 3 ans, et habituellement plutôt 3 ans, pour ressentir les effets des réductions des dépenses de santé, puis on les a vus de façon très, très claire immédiatement après les récessions. C'est pour ça que entre autres choses, pendant les récessions, les dépenses de santé augmentent en proportion, mais d'autre part, les dépenses de santé diminuent immédiatement après la récession. La croissance économique revient, puis les transferts fédéraux aussi. Les déficits des services de la dette sont en décroissance, bien sûr, puis à ce moment-là, les dépenses de santé peuvent augmenter. Ça, c'est le cycle qu'on peut voir. Et c'est imparable. Ça s'est passé de même pendant la récession de 89-92, hein? Et ça s'est aussi passé de même pendant la croissance de 97-98. Je n'ai pas le temps de voir ça là, parce que le temps passe vite. Alors, c'est absolument fantastique, et surtout pour la causalité.
Ce qui arrive, n'est-ce pas, c'est qu'on a deux bonnes raisons pour prédire un cataclysme en tout temps. Regardez, ce qui se passe en période de récession à cause des restrictions budgétaires, on affirmera que le régime public ne peut répondre aux besoins des soins de la population. Donc, proposition de contribution financière directe des utilisateurs, ouverture vers le financement privé, les assurances, une prestation en conséquence. L'affaire Shaoli, c'est quoi? L'affaire Shaoli a été déposée pendant les suites de la récession de 83 à 93, c'est-à-dire au moment où il y avait une chute réelle, en termes réels, des dépenses de santé. Le jugement a été émis dans une période de croissance. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on peut faire aussi un raisonnement très intéressant pendant les périodes de croissance économique. Pendant les périodes de croissance économique, à cause de l'expansion budgétaire, évidemment, on est en croissance économique et expansion budgétaire, à cause de l'expérience budgétaire, on se persuadera que la croissance des dépenses de santé de l'État est insoutenable à long terme et qu'il est nécessaire d'y mettre un frein par la contribution financière des utilisateurs du service public et l'ouverture vers le financement privé, des assurances et une prestation sans conséquence. C'est merveilleux. Quand on a commencé, n'est-ce pas, on a vu, quand on regardait le budget du gouvernement du Québec, puis on le comparait à l'Ontario, on avait une cause, le vieillissement. En fait, on avait deux causes, le vieillissement. On avait deux causes on avait une cause, le vieillissement, même cause, n'est-ce pas, le vieillissement, qui expliquait deux choses différentes. Le vieillissement expliquait que le budget de l'Ontario en santé prenait de plus en plus de poids, puis il expliquait que les dépenses de santé au Québec ne prenaient pas un poids plus important sur ces dépenses de programme. Merveilleux. Même cause, deux effets différents. Ici, on a deux causes, même effet différent. Alors, évidemment, en santé publique, on est des spécialistes de la causalité, et c'est pour ça qu'on va, n'est-ce pas, adhérer à cette nouvelle philosophie, cette nouvelle épistémologie de la causalité. Bon. Maintenant, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Évidemment, en santé publique, on est mal à l'aise quand on ne comprend pas. Alors, habituellement, on va se conter des histoires, on fait semblant qu'on comprend. Mais moi, j'aime mieux dire, c'est bien de valeur, je ne sais pas. Et il y a une chose qu'on comprend mal. On comprend mal comment les choses fonctionnent du niveau, si vous voulez, collectif à un niveau plus individuel. Alors, à l'intérieur d'un groupe d'assurés, par exemple la population du Québec, les dépenses de santé varient en fonction de la santé des individus associés à l'âge. Alors, si on prend la population du Québec, on prend les dépenses de santé pour chacun à l'intérieur, ce qu'on va voir, évidemment, c'est que plus on est vieux, plus ça coûte cher. Effectivement, la technologie augmente, l'intensité des soins va augmenter. Et quand on regarde tout ça à l'intérieur du système, on est capable d'identifier un certain nombre, les Anglais appellent ça des drivers, là, des services de santé. Ça, c'est quand on regarde à l'intérieur. Mais si on prend l'ensemble du groupe, donc l'ensemble des dépenses de ce groupe-là, et ce qu'on voit historiquement et entre les groupes, c'est qu'en fait, les dépenses moyennes de santé de ces groupes-là vont varier en fonction des budgets alloués à la santé par les instances décisionnelles. Puis ça, c'est d'autant plus vrai qu'il n'y a qu'un seul payeur. C'est notre cas. On n'a qu'un seul payeur. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que les variables de prédiction n'arrivent pas ou arrivent mal à projeter les dépenses totales. C'est ça qui va se passer. Dans une collectivité comme la nôtre, surtout quand on a un système comme le nôtre, ce sont les facteurs budgétaires qui déterminent les sommes disponibles aux services de santé. L'évolution des dépenses de santé dépendra donc des facteurs qui expliquent l'évolution des budgets. Alors, l'effet de l'âge va s'atténuer au point de disparaître. Quand vous faites des comparaisons internationales un peu sérieuses, avec des méthodes un peu sérieuses, c'est ce qui se passe. Et puis, l'évolution des dépenses de santé dans les sociétés modernes suit la richesse nationale. Ça on ne l'a pas pire. Maintenant, dans le cas du Québec, les finances et les politiques des gouvernements fédéral et provincial, ce qui va arriver, c'est que ce sont ces politiques-là qui vont déterminer la somme disponible pour les services de santé. Et c'est intéressant ici, j'ai presque terminé. Je vous laisse poursuivre. C'est intéressant. Alors, peu importe les augmentations des coûts auxquels les provinces doivent faire face, le gouvernement fédéral en fait fi en établissant des paramètres des transferts aux provinces en fonction de sa propre situation financière, de ses choix politiques. D'où ça vient, ça? Ça vient du ministère des Finances.
Le ministère des Finances, ce qu'il dit là, c'est que les dépenses de santé, ça dépend de quoi? Ça dépend des décisions que moi je prends puis que le fédéral prend. Alors, où allons-nous? Ça ici, c'est l'image qu'on a des dépenses de santé. C'est ma dernière. C'est l'image qu'on a des dépenses de santé, n'est-ce pas? Et puis, on est tous là à regarder en l'air. On est en milieu de la rue. On est tous là à regarder en l'air. Un gros éléphant soufflé à l'hélium, c'est marqué vieillissement. Mais au fond de la rue, il y a un camion. Un gros camion. Puis sur le camion, c'est marqué « It's the economy, stupid ». Et ça vient évidemment du conseiller principal de Bill Clinton, qui avait écrit ça sur un tableau à ses quartiers généraux quand Bill Clinton a battu Bush père. Et celui qui conduit le camion, c'est lui. Et ce qui est en train d'arriver, n'est-ce pas? Et regardez les documents du ministère des Finances du Québec. Le document du ministère des Finances du Québec dit à cause de l'imposition, à cause de l'imposition des nouvelles lois fédérales sur les transferts de santé qui vont diminuer en 2016-17 à 3 % minimum. Si le PIB est plus haut, peut-être plus haut. Imposition, le gouvernement du Québec va perdre 790 millions, c'est-à-dire à peu près 8 milliards. L'an prochain, le gouvernement du Québec a prévu qu'il manquait un peu plus que 400 millions au budget de la santé pour maintenir le 4,8 %. En 2017, il va y avoir un trou en santé d'1,2 milliard. Ce qui va nous arriver, c'est ça. Vous pouvez toujours pointer sur le vieillissement, mais c'est 2017 avec les politiques fédérales et provinciales qui vous attendent. Merci.